La loi de continuité stipule que notre œil perçoit les éléments rapprochés comme faisant partie d'un même ensemble, encourageant ainsi le regard à suivre un tracé. Donc, en d'autres termes, la loi de continuité est fondée sur 3 mots-clés. Les éléments rapprochés, le même ensemble et un tracé. L'exemple dans le croquis de droite est facile à comprendre. Ici, l'information, c'est quoi? L'information, nous le savons tous, c'est les points, puisque c'est les points ici qui marquent, n'est-ce pas, les données. Alors, pour finir, pour être rassuré qu'on est dans l'application de la loi de continuité, il suffirait simplement que la lecture de ces informations nous amène à suivre un tracé point par point de ces éléments-là. Pourquoi la théorie de Gestalt? Le pourquoi de la théorie de Gestalt peut se justifier en trois étapes. La première étape, c'est que les lois de Gestalt sont très utiles d'abord pour justifier les placements de certains éléments sur des visuels créatifs et de présentation généralement. Donc, pour être plus explicite, les lois de Gestalt sont utiles parce qu'elles nous permettent, elles nous donnent des arguments liés à la psychologie cognitive, notamment à la perception, pour pouvoir justifier les placements de certains éléments sur des visuels créatifs. Ça, c'est la première justification. La deuxième justification, c'est que la théorie de Gestalt donne aux designers de bonnes pratiques pour concevoir des visuels qui communiquent des émotions fortes à travers une disposition réfléchie des éléments. Vous convenez que la disposition des éléments est capitale pour la perception qu'on aura d'un visuel. Parce que si on a raté le jeu de perception, en réalité, on a raté l'objectif de communication. Par contre, si on sait pouvoir disposer des éléments de manière réfléchie, on est sûr qu'on pourra communiquer les émotions correspondant au même niveau d'impact qu'on veut atteindre vis-à-vis de nos cibles. Donc, la théorie de Gestalt est un ensemble de bonnes pratiques pour concevoir des visuels à forte valeur ajoutée, à fort impact. La troisième justification, c'est que la théorie de Gestalt, c'est un outil et non pas une contrainte. Donc, ça nous permet de trouver le juste milieu entre la forme, le fond, la forme et le vrai. Pour ne pas s'embrouiller sur quelle forme choisir, où disposer les éléments, comment aligner les informations, comment est-ce qu'on doit représenter ou schématiser les informations, les lois de Gestalt viennent donc résoudre cette problématique en nous laissant comprendre que c'est un ensemble de théories qui doivent être utilisées non pas comme une contrainte mais comme un outil pour trouver le juste milieu entre ce qu'on doit écrire, la manière d'écrire et l'impact qu'on veut transmettre. Dans la manipulation de couleurs, on distingue les types et les classes. Et donc, il existe 3 types de couleurs qu'on verra juste après et 2 classes de couleurs. Et donc, c'est de ces types et classes de couleurs que sont composées ou décomposées toutes les autres couleurs existantes. Ça, c'est la deuxième notion qu'on va devoir noter. La troisième notion, c'est que chaque couleur possède 3 attributs de base. Les attributs de base sont lesquels? C'est la teinte, la saturation et la luminosité. On en parlera tout juste après. Et ces 3 attributs forment donc un codage qu'on va appeler le codage TSL. Le codage, c'est quoi? Tout simplement, le codage, c'est une manière de représenter l'information. Par exemple, hexadécimal, par exemple, RVB pour les écrans, par exemple, CMGN pour les imprimantes, dont la même couleur peut être représentée sur différents codages. Il existe des méthodes pour combiner des couleurs, parce que c'est même de là que nous allons fixer le cap sur les émotions qu'on veut renvoyer, la sobriété et le niveau de professionnalisme qu'on veut apporter à notre visuel. Quelqu'un disait, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ici, en design graphique, chez nous, tant qu'on a compris les principes d'usage, eh bien, on comprend que les goûts et les couleurs, ça se discute. D'une certaine manière, parce qu'il existe un exercice de choix de couleurs dans un procédé purement scientifique. Et le cercle chromatique est donc un outil qui va nous permettre de comprendre les relations entre les couleurs et de pouvoir créer des palettes de teintes harmonieuses. Le cercle chromatique va également nous indiquer comment est-ce que les couleurs sont réparties entre elles. L'astuce que moi j'enseigne depuis près de 5 ans à mes apprenants, c'est que pour distinguer les couleurs, par exemple froides, il faut chercher simplement des couleurs qui se situent entre des couleurs
de l'eau à la forêt. Quand on va de l'eau à la forêt, ça veut dire que les couleurs qui ont une codominance, une prédominance bleu jusqu'au vert. Voilà. Tandis que les couleurs chaudes, pour les distinguer, il faudrait penser aux couleurs qui se situent entre le soleil et le feu. Voilà. Les couleurs qui vont par exemple du jaune, le soleil, jusqu'au feu, c'est-à-dire rouge, rose au plus. Voilà. Donc, lorsqu'on sait représenter le cercle chromatique, il devient très évident, très simple de pouvoir répartir quelles sont les couleurs froides et quelles sont les couleurs chaudes. À défaut, il faut traverser juste la diagonale. Si vous avez la maîtrise de l'organisation des couleurs au niveau du cercle chromatique, vous traversez juste la diagonale à partir du jaune verdâtre et du rouge violacé. La fiabilité identifiée à partir du bleu pour déterminer la force, la sécurité, la confiance, la science. Nous avons le vert également qui renferme l'espoir, la paix, la croissance, la santé, le naturel. Nous avons également de l'orange qui manifeste la créativité, le caractère amical, la communication, la vitalité, la jovialité. Et à travers ces couleurs, qui sont d'ailleurs exhaustives, y compris les valeurs qu'elles renvoient, nous avons pour chacune des couleurs fait un choix de marques fortes, pour pouvoir illustrer leur placement dans ce choix de couleurs. Parlons ensuite des relations entre les sens de lecture et les types d'informations, c'est-à-dire illustration, photo ou tableau. En typographie et surtout en mise en page par colonne, c'est que l'ordre de lecture change suivant qu'il s'agit d'une photo ou d'une illustration qui intercepte l'information texte. Prenons le cas de l'illustration de gauche. On dit, si les images interrompent la lecture d'une colonne, le texte se poursuit en dessous. Alors vous avez dans le croquis, si vous avez une colonne ou alors un schéma à 2 colonnes comme ceci, et que sur votre mise en page, vous faites un habillage tel que la photo vient scinder les 2 colonnes. Alors le sens de lecture ici va de haut en bas pour remonter vers la droite en haut et en bas ensuite. Là, c'est quand on a le cadre d'une photo. Si par contre, l'illustration c'est un tableau, la lecture sera simplement de gauche à droite, ensuite du bas et de gauche à droite. Donc, sur l'illustration, vous avez bien le même système à 2 colonnes et que vous avez un tableau qui sépare les 2 colonnes. Le sens de lecture sera tout simplement de gauche ici en haut, de gauche à droite, ensuite en bas, de gauche à droite. Parlons ensuite de la notion de trame. La notion de trame en typographie est très essentielle et même pas seulement en typographie. En design graphique, généralement, on utilise beaucoup de trames. Alors, les trames, c'est quoi? La trame en typographie, c'est tout simplement un fond décoratif qu'on va laisser paraître en fond d'une structure d'information pour la mettre en exergue. Ça peut être une couleur simple, ça peut être un motif, ça peut être voilà, un remplissage en dégradé. La fonte, c'est tout simplement le style. Donc, pour mettre en exergue un texte, on peut utiliser les fontes, c'est-à-dire définir que le texte il est gras, il est rouge, il est costaud, en majuscule. Voilà, ça c'est la mise en force d'un texte. Donc, quand on donne de la force à un texte, c'est qu'il s'agit ici de créer une fonte qui lui donnera un aspect imposant. Par exemple, dans un travail, lorsque vous êtes en train de rédiger, même depuis le niveau académique, vous rédigez, il y a des textes que vous écrivez en rouge, il y a des textes que vous écrivez en bleu. On va se dire par exemple, puisqu'on écrit généralement en bic bleu, les textes qu'on écrit en bic rouge, généralement sont des textes auxquels on donne de la force. Donc, on peut mettre un texte en exergue en lui donnant de la force. C'est simplement créer un style correspondant pour le permettre de se démarquer de la masse de texte dans le paragraphe. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est justement la mise en trame. Donc, on peut tramer un texte. C'est-à-dire quoi? À ce moment, il est question de donner un fond décoratif à ce texte-là, afin que celui-ci soit mis en exergue. Nous abordons la 5e partie de ce programme de formation au design graphique pour les professionnels. Nous allons parler dans cette leçon de la règle des tiers. Alors, la règle des tiers, c'est quoi? Tout simplement, la règle des tiers est un principe. Un principe qui consiste tout simplement à diviser une image en 3 parties verticales et en 3 parties horizontales, c'est-à-dire en 9 parties tout simplement. Si on prend le croquis de la droite, ces lignes verticales et horizontales sont appelées les lignes de force. Et les points d'intersection entre les lignes verticales et les lignes horizontales sont appelés les points forts de l'image.
Et pour la petite histoire ou bien pour la petite astuce, la grille des tiers est présente sur la plupart de nos téléphones lorsqu'on active le mode appareil photo. Vous avez une option qui permet d'afficher ou cacher la grille. Donc c'est une grille qui nous permet de pouvoir placer intelligemment nos images de telle en sorte que les objets importants ou bien les informations importantes de notre image soient placées plus facilement, soit sur les lignes de force, soit au niveau des points forts. Nous allons aborder ensemble dans ce cours les différentes notions liées aux images, les familles, les caractéristiques qui les définissent et les différents formats qu'on peut retrouver. On peut définir l'image dans deux cadres, à savoir l'image dans sa définition abstraite et l'image dans sa définition matérielle. Et parlant de sa définition abstraite, on parlera d'image mentale. Et dans ce cas d'image, on en distingue encore deux sous-familles, les images mentales conscientes et les images mentales inconscientes. Tandis que dans les images matérielles, ce qu'on appelle ici les images perceptives, on distinguera deux sous-catégories également, à savoir les images perceptives naturelles et les images perceptives matérielles. Parlant des images numériques, nous traiterons exclusivement de plusieurs types d'images, notamment les deux grandes catégories d'images numériques, à savoir les images bitmap et les images vectorielles. Vous observez très bien que l'ensemble de l'image est constitué de petits carrés. Chaque case ou alors chaque petit carré que vous observez sur cette image est ce qu'on appelle un pixel. Et le pixel en question renferme donc au minimum deux informations. La première information, c'est sa couleur. La deuxième information, c'est son emplacement, si vous voulez les coordonnées de cette case-là.